Après avoir examiné notre patient, apprécié la gravité et la sévérité de notre exacerbation, nous établirons, disons, un algorithme thérapeutique chez ce patient. Alors, deux situations. Soit c'est une exacerbation légère, voire modérée, et qui peut nécessiter juste un traitement en ambulatoire. Et c'est généralement la majorité des cas. Donc, ça va nécessiter une petite modification thérapeutique, toujours vérifier avec le patient s'il y a un facteur déclenchant probable, par exemple surtout les prises médicamenteuses. S'il y a par exemple une infection sous-jacente qu'il faudra traiter aussi, toujours informer le patient sur les dispositifs inhalés, comment les utiliser, voir avec le patient, il faut prendre son temps de voir avec le patient comment il utilise ces dispositifs, est-ce qu'il les utilise correctement et à quelle fréquence. Voilà, toujours informer le patient sur les signes de gravité qui peuvent survenir et l'inciter donc à consulter dans les 24 heures, voire 72 heures après le traitement ou s'il y a aggravation. Pour l'hospitalisation, généralement, elle est réservée surtout lorsqu'il y a des signes de gravité ou bien c'est des sujets qui sont à risque de faire une décompensation grave. Et aussi les patients qui ont été déjà traités en ambulatoire mais qui ont présenté donc des échecs du traitement en ambulatoire. Quels sont les patients à risque de développer une insuffisance respiratoire aiguë et donc par conséquent une décompensation aiguë de leur BPCO? Nous avons surtout les patients qui ont une maladie de fond sévère, ce sont les BPCO de stade 3 et 4, l'âge supérieur à 70 ans, comorbidité significative, à savoir une comorbidité cardiaque, cérébrovasculaire, obésité, troubles du sommeil, un cancer sous-jacent. Lorsqu'il y a une obésité aussi, la dénutrition, voilà, donc la dénutrition avec un BMI lorsqu'il est inférieur à 18, là, c'est un facteur de mauvais pronostic car il traduit en réalité une fente musculaire et donc des muscles respiratoires accessoires qui sont déjà à la base défaillants. Les exacerbateurs fréquents aussi donc sont à risque de développer une insuffisance respiratoire aiguë. Le confinement à domicile, la colonisation chez certains patients par des germes résistants, la corticothérapie utilisée au long cours, là aussi bien sûr c'est des patients qui sont bien sûr immunodéprimés et qui sont très sensibles aux différentes infections. Les patients qui sont déjà sous oxygénothérapie au long cours, voilà, qui présentent donc une insuffisance respiratoire chronique avec une hypoxémie et une hypercapnie. Les patients aussi parfois qui ne répondent pas à ces critères, mais qui présentent par exemple une suspicion d'une pneumopathie ou par exemple un IDM, une embolie ou un pneumothorax. Ce sont des patients qui sont à très grand risque de développer une décompensation de leur BPCO. Aussi, toujours rechercher s'il y a un épisode antérieur d'une exacerbation avec évolution défavorable. Est-ce qu'il y a eu par exemple un antécédent d'une hospitalisation en unité de soins intensifs ou une exacerbation qui a nécessité des mesures particulières de ventilation assistée. Donc, la prise en charge en ambulatoire, comment va-t-elle se faire? Donc, toujours vérifier l'arsenal thérapeutique chez le patient. Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il a été bien pris? Et à quel rythme? Toujours prendre le temps de voir son patient utiliser ces dispositifs. Donc, nous devrons aussi prescrire ou augmenter la posologie ou la fréquence des bronchodilatateurs de courte durée d'action.
Bien sûr, association des anticholinergiques inhalés en fonction, disons, des recommandations. La kinésithérapie de désencombrement bronchique qui sera aussi préconisée chez ces patients avec une bonne hydratation. Toujours préconiser aussi un régime alimentaire sain, hyperprotidique, hypoglucidique. Toujours diminuer les graisses, favoriser toujours l'effort physique dans la mesure du possible sans fatiguer le patient, proscrire toute médication susceptible d'aggraver la symptomatologie et l'antibiothérapie sera discutée en fonction des cas. Si nous avons des arguments franchement en faveur d'une surinfection, par exemple une fièvre ou une formule sanguine, une CRP, un bilan inflammatoire en faveur d'une infection, ou même l'aspect purulent des crachats, c'est un motif de mise sous un traitement antibiotique. Voilà. Si ce n'est pas le cas, s'abstenir. La réévaluation se fera dans les 24 à 72 heures après avoir bien sûr informé le patient sur les éventuels signes de gravité pour lesquels le patient ne devra pas attendre ce délai de 72 heures et devra reconsulter avant. Donc, si le patient présente une amélioration des signes cliniques, nous allons continuer le même traitement pendant 10 jours. Voilà. Et puis, recontrôler le patient pour le suivi de sa maladie au long cours. Et on considérera que notre patient est sorti de son épisode d'exacerbation. Si absence d'amélioration, généralement une hospitalisation est requise. Donc, pour les traitements qui vont être réservés à la décompensation de BPCO, donc comme vous savez, la BPCO est une maladie obstructive, d'accord, des voies aériennes, qui va se manifester surtout au niveau de la spirométrie par un trouble ventilatoire obstructif, partiellement réversible ou carrément irréversible, avec l'inflammation bronchique. Et donc nous avons une double composante sur laquelle le traitement devra agir. Donc nous devrons agir sur l'inflammation et sur la bronchoconstriction. Donc pour la bronchoconstriction, donc nous allons utiliser les bronchodilatateurs à courte durée d'action, à savoir les bêta-2 mimétiques. Voilà, donc ça garde toujours la première intention. L'utilisation de l'aérosol doseur jusqu'à 12 bouffées, ou bien l'utilisation des sabats, bien sûr, toujours en nébulisation. Toujours privilégier la voie inhalée à la voie parentérale et associer aussi les anticholinergiques inhalés et qui auront donc un effet synergique avec les bêta-2 mimétiques. Donc, pour agir sur la composante inflammatoire, nous devrons prescrire une courte corticothérapie systémique à raison de 0,5 mg kg qui va durer 5 jours généralement, qui va permettre de réduire la durée de l'hospitalisation, diminuer l'inflammation et donc agir sur le trouble ventilatoire qui va s'améliorer même partiellement. La kinésithérapie respiratoire de désencombrement aussi, dans la mesure du possible, si le patient présente des signes de décompensation très importante et donc des signes d'un épuisement respiratoire, la kinésithérapie n'aura plus de place car un risque d'épuisement et donc d'arrêt respiratoire. Donc c'est en fonction des cas. Sinon, la kinésithérapie de désencombrement est un moyen très important pour permettre une meilleure clairance et une meilleure expectoration et donc un désencombrement bronchique optimal et donc une rémission plus importante et plus rapide que si la kinésithérapie n'a pas été pratiquée. L'antibiothérapie n'est pas systématique. L'antibiothérapie n'est pas systématique. Elle sera réservée bien sûr
s'il y a des facteurs avérés, ou bien des signes avérés qu'il y a une infection sous-jacente. Voilà. Alors, si j'ai une purulence des crachats avec une fièvre supérieure à 4 jours, c'est tout à fait légitime que je prescrive des antibiotiques. Si j'ai une BPCO qui est très sévère, donc avec un VAMS inférieur à 30%, le patient devra d'emblée être mis sous antibiothérapie car toute surinfection va être potentiellement mortelle pour ce patient. L'existence de comorbidités sévères menaçant le pronostic vital aussi est un facteur justificatif. Les signes cliniques de gravité, s'ils sont très importants, avec bien sûr des facteurs de risque de gravité immédiate, là aussi c'est tout à fait légitime de mettre le patient sous antibiothérapie. L'oxygénothérapie donc, sera généralement maintenue à 1,5 litre voire 2 litres, au maximum 3 litres en discontinu pour une PaO2 supérieure à 60 mm de mercure. Donc une saturation supérieure à 94%, pour certaines revues donc c'est 90%, avec une surveillance des gaz du sang. S'il y a toujours, il n'y a pas d'amélioration sous oxygénothérapie à la lunette, nous passerons bien sûr à l'oxygénothérapie au masque. Si ce n'est pas suffisant, nous allons pratiquer ce qu'on appelle une ventilation assistée qui comprend 2 volets. Alors soit une VNI ou une ventilation non invasive qui va se faire à l'aide d'un masque hermétique qui va délivrer d'importantes doses d'oxygène et on discontinue pour pouvoir pallier à cette dyspnée sévère et bien sûr à cette décompensation respiratoire. Généralement, la VNI est plus indiquée dans la dyspnée sévère, moins pour les dyspnées modérées, mais qui restent quand même de mise. Elle est aussi indiquée lorsqu'il y a une acidose respiratoire non compensée, donc un pH inférieur à 7,35, s'il y a hypercapnie ou une fréquence respiratoire supérieure à 25 cycles minutes. Donc elle va permettre de diminuer l'acidose et de l'hypercapnie. Elle va réduire donc le taux de passage à une ventilation mécanique invasive et une intubation qui serait potentiellement mortelle pour le patient BPCO, car beaucoup de BPCO ne sont pas sevrables d'oxygène après l'intubation, et donc elle va diminuer par conséquent le taux de morbimortalité, aussi la durée de l'hospitalisation. Donc là, le taux de mortalité est significativement diminué grâce à cette méthode, donc il est à 60%. Et aussi, elle diminue d'environ 70% le taux d'infection nosocomiale vu qu'il n'y a pas d'effraction, disons, de la barrière respiratoire, comme c'est le cas lorsqu'on intube un patient. La ventilation mécanique invasive après bien sûr intubation des patients n'est réservée qu'en dernier recours. Voilà, si bien sûr il y a une contre-indication à la VNI ou échec de cette dernière, ou bien s'il y a une somnolence. Donc nous ne pouvons pas utiliser une VNI chez un patient somnolent. Le